Cette semaine, dans Afrique, retour sur le parcours d'Ahmed Kathrada, figure de la lutte contre l'apartheid décédé mardi. Plongé dans la vie nocturne africaine en compagnie d'un photographe français, et puis direction le Turkana, vaste région aride et reculée du nord-ouest du Kenya. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Une conférence d'entente nationale s'est ouverte lundi à Bamako. Cette rencontre fait suite à l'accord de 2015 signé par les autorités maliennes, des groupes armés et l'ex-rébellion Touareg. Selon le gouvernement, elle doit permettre l'élaboration d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. Al-Badil Ettounsi, l'alternative tunisienne. C'est le nom du parti politique créé par Mehdi Joma. À l'approche des élections municipales et à 2 ans de la présidentielle, l'ancien chef du gouvernement explique son retour par le manque de vision politique et économique qu'il juge responsable de la fragilité du pays. Nous voulons être un parti modéré, réaliste, patriote et le plus important, démocratique. Les choses sur lesquelles nous allons travailler afin de parachever le chemin démocratique, parachever les institutions constitutionnelles, ce sont des choses importantes. Le Gabon va peut-être enfin pouvoir tourner la page de la crise politique après la réélection contestée d'Ali Bongo en septembre dernier. Le président a lancé mardi son dialogue national. Pendant 3 semaines, près de 1200 organisations de la société civile et une cinquantaine de partis politiques vont plancher notamment sur la réforme des institutions et le renforcement de la cohésion sociale. Grand absent de ce forum, Jean Ping, le principal rival d'Ali Bongo. Nous ne boycottons pas le dialogue. Pour nous, il n'y a pas de dialogue. Il y a un monologue au sein de la coalition qui soutient et qui a soutenu M. Ali Bongo durant la dernière présidentielle. Simone Gbagbo acquitté à l'issue de son procès pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011. Le procureur avait requis l'emprisonnement à vie contre l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire. Victimes et défenseurs des droits de l'homme dénoncent des irrégularités et une prime à l'impunité. De leur côté, les partisans de Simone Gbagbo considèrent cet acquittement comme un pas vers la réconciliation nationale. 70 ans après, Madagascar commémore l'insurrection anticolonialiste du 29 mars 1947. Ce soir-là, des milliers de paysans en colère se révoltent contre le travail forcé imposé par la France. Le mouvement est réprimé dans le sang, mais les Malgaches finiront par obtenir l'indépendance 13 ans plus tard. C'était l'un des meilleurs amis de Nelson Mandela. Ahmed Kathrada a été l'un des piliers de la lutte contre l'apartheid. En 1964, il est condamné à la prison avec Mandela et d'autres activistes. Il passera 26 ans derrière les barreaux, dont 18 à Robben Island. Les 2 héros sud-africains restent très proches jusqu'à la mort de Madiba en 2013. On se souviendra de lui pour son humanité, son courage et son amitié. Pour moi, c'était un grand frère et il me manque non seulement en tant que leader politique, mais également en tant que grand frère. En tant qu'Indien, Kathrada aurait pu obtenir une réduction de sa peine, contrairement à ses camarades noirs. Mais il a refusé, par solidarité. Et son courage a marqué les Sud-Africains, qui le surnomment Oncle Kati. Kati est une personne très modeste. Il n'est pas une personne qui veut briller ou quelque chose comme ça. Mais il portait en lui beaucoup de profondeur de connaissance et de profondeur sur la sagesse, sur ce qui devrait arriver. Kathrada n'a jamais été ministre, mais c'était une figure incontournable de la politique sud-africaine. Très critique de son parti, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, il a même écrit l'année dernière une lettre au président Jacob Zuma pour lui demander de démissionner. Une lettre qui a été lue à ses funérailles. And bluntly, if not arrogantly, in the face of such persistently wide... Face à des critiques, condamnations et exigences aussi larges et persistantes, serait-ce trop que d'exprimer l'espoir que vous preniez la bonne décision en envisageant de démissionner? La voix de Kathrada portera longtemps après sa mort comme celle de l'un des derniers de la génération de Mandela. Des combattants engagés, unis par leur foi en une Afrique du Sud non raciale et réconciliée.
de la chanteuse capverdienne Césaria Evora, photographiée dans un bar de son quartier, au rappeur sénégalais Fou Malade surgissant d'une valise, la nouvelle exposition de Yuri Lanket emmène les visiteurs dans le monde de la musique africaine. Ces photographies ont été réalisées pour des pochettes de disques ou pour des documents promotionnels. Et là, je pense que Yuri Lanket, un peu inconsciemment, sans doute, s'est référé à une grande tradition du portrait ouest-africain. Avant de découvrir l'Afrique, Yuri Lanket a longtemps tiré le portrait des plus grands musiciens de rock et de hip-hop. Il est notamment l'auteur de la dernière séance photo du groupe de rock Nirvana, dont le chanteur Kurt Cobain s'est suicidé en 1994. Je pense que ce qui s'est passé avec Kurt Cobain a joué un petit peu sur, quelque part, le fait que je me suis intéressé aux musiques latines ou africaines. Naturellement, j'ai eu besoin d'écouter des musiques qui peut-être véhiculaient une joie de vivre manifeste. Yuri Lanket sillonne alors l'Amérique latine puis l'Afrique, fait poser le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoly, immortalise des tranches de vie anonymes et se lie d'amitié avec le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Yuri a l'âme de l'Afrique. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai vu, je savais qu'il pouvait présenter l'Afrique. Il pouvait présenter les artistes africains. C'est un grand photographe, mais quelqu'un qui est aussi très impliqué, très intéressé par la culture ici. Installé à Dakar depuis plusieurs années avec sa famille, Yuri Lanket continue son exploration des musiques africaines. Il espère notamment pouvoir bientôt ajouter un portrait de plus à sa collection, celui du musicien malien Salif Keita. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. Cette étape, près de 700 km et plus de 15 000 mètres de dénivelé au milieu de paysages sud-africains grandioses. La course cycliste Cape Epic s'est achevée dimanche dernier à Val-de-Vie, à une 60aine de kilomètres du Cap. La Suissesse Esther Soos et la Suédoise Jenny Stennerhag ont remporté le général de la course femme. Côté homme, le duo vainqueur est 100% suisse avec Nino Schurter et Matthias Stinnermann. Dans notre prochaine édition, nous rencontrerons des viticulteurs sud-africains inquiets pour leur avenir. À la semaine prochaine.